Imaginez la scène. On est sur TikTok. Une cuisine immaculée, baignée d'une lumière douce, un peu dorée. Oui, je vois très bien. Au centre, une femme, sourire parfait, robe d'inspiration rétro, qui sort du four une tarte aux pommes. Mais une tarte parfaite. Comme dans une pub des années 50, exactement. Tout est visible, tout est parfait, tout sauf une chose. Le mari. Il est là, mais il est flou, en arrière-plan, c'est juste une silhouette. Hmm. Alors on va partir de là aujourd'hui. On s'est plongé dans pas mal de lectures sur ce phénomène des tradwives, ces épouses traditionnelles 2.0. Et ce qui ressort de tout ça, c'est cette figure paradoxale du mari invisible. Notre mission, comprendre ce que cette absence nous dit. On s'appuie surtout sur une analyse de Pierre Fraser, mais aussi sur d'autres regards, parfois contradictoires. Et c'est essentiel de croiser les regards. Parce que la première chose que ces textes nous disent, c'est que ce n'est pas un simple retour en arrière. Non, c'est plus complexe. C'est une esthétique, un récit, calibré pour les algorithmes. Fraser, il a une formule très juste. Il parle d'un patriarcat mis à jour pour l'ère des influenceurs. Un patriarcat mis à jour. Et dans cette mise à jour, l'absence du mari, c'est pas un oubli. C'est fondamental à la mise en scène. C'est peut-être même la clé de voûte de tout l'édifice. D'accord. Alors, décortiquons cette mise en scène. Fraser l'a décrit comme un véritable spectacle. Oui. Une domesticité parfaite et hyper lissée. Les intérieurs ressemblent plus à des plateaux de tournage, dit-il, qu'à de vraies maisons. Chaque geste est chorégraphié. C'est un métier, en fait. C'est un travail à plein temps. Et au cœur de ce spectacle, il y a le mari, qui en est à la fois la cause et le public absent. C'est ça. L'exemple le plus frappant, c'est celui de l'influenceuse espagnole Roro. Elle passe des heures à cuisiner, à nettoyer, mais toujours, dit-elle, selon les souhaits de son compagnon, Pablo. Et ce Pablo est fascinant, il est partout dans le récit. Mais physiquement, on ne le voit jamais dans les vidéos. Jamais. Son prénom, juste son prénom, justifie des heures de production de contenu. Fraser va jusqu'à le qualifier de figure presque mythologique. C'est pas un peu excessif, ça? C'est une provocation, mais c'est bien vu. Mythologique, dans le sens où il n'a pas besoin d'être réel, présent à l'image, pour avoir du pouvoir. Ah oui, d'accord. Il est une justification. Son existence, ses désirs supposés, tout ça donne un sens à l'entreprise. Ça maintient l'illusion d'une domesticité offerte par dévouement, alors qu'en réalité c'est une production de contenu, Et une production très monétisée. extrêmement. Le mari fantôme, il vient juste cautionner l'authenticité de la démarche. D'accord, l'idée d'un mari-concept, une justification. D'autres analystes partagent cette vision. L'autrice Sarah Peterson les appelle des accessoires narratifs. C'est une bonne formule. Oh, et j'aimais beaucoup celle-là, des figurants de luxe. Indispensables au scénario, mais ils n'ont pas de texte. Exactement. Et la journaliste Anna North, elle va encore plus loin. Pour elle, ces maris n'existent presque qu'en théorie. Ah carrément, on ne parle plus d'une personne, mais d'une fonction. Et le philosophe Félix James Miller précise cette fonction, celle de simple pourvoyeur. Le pourvoyeur, celui qui ramène l'argent à la maison. Voilà. Il est celui qui, par son travail à l'extérieur, permet à ce spectacle de perfection d'exister. C'est très transactionnel finalement. Mais attends, cette vision du simple pourvoyeur, ça me semble un peu réducteur. On a lu un autre article de la sociologue Jeanne Dubois qui prend le contre-pied. Oui, tout à fait. Pour elle, c'est pas du tout un effacement, c'est une stratégie de partenariat de marque. Le mari est le PDG silencieux et la femme la directrice de la communication. Alors ça change tout. Qu'est-ce que ça change de le voir comme ça? Dans la vision de Fraser, le mari est un concept passif, une relique. Dans celle de Dubois, il est un acteur économique. Stratégique et moderne. Tout à fait. C'est plus un fantôme, c'est le producteur exécutif en coulisses. Son absence à l'écran, c'est pas du désintérêt, c'est une décision de branding. La marque, c'est l'épouse et son foyer. C'est ça. Et lui, il gère le business plan. Ça transforme la tradiwife en entrepreneuse et le mari en investisseur. Ce qui expliquerait mieux pourquoi ces couples ont l'air de si bien réussir financièrement. C'est pas juste un homme qui pourvoit. Non. C'est un duo qui a monté une entreprise. Et ça rend la femme beaucoup moins passive dans le récit. Beaucoup moins. Mais ça crée aussi une autre forme de pression. La spécialiste Inès Echevarria, elle, parle d'une dynamique de couple complètement figée. Qui piège les deux. Oui, qui piège les deux partenaires, quel que soit le modèle. Si on suit Fraser, lui est cantonné à son rôle d'autorité silencieuse. Et elle à celui de dévouée parfaite. Voilà,
Le couple devient une icône religieuse, immuable, idéalisée. Une icône, c'est statique, c'est fait pour être admiré de loin. Et si on suit l'analyse de Dubois, c'est pas une icône religieuse, c'est un logo, une marque. Et une marque doit être parfaitement cohérente, sans défaut, sans jour, sans... Et dans les deux cas, il n'y a plus de place pour la spontanéité, pour une relation vivante. C'est ça le point commun. Que ce soit un patriarcat 2.0 ou un partenariat de marque, le résultat est le même. Une performance constante. La relation n'est plus privée. Non, elle est le produit qui est vendu. Et ça nous amène à la question de l'impact. Qu'est-ce qui se passe quand cette icône ou ce logo commence à influencer des millions de jeunes? C'est là que ça devient plus complexe. Le sociologue Éric Pescador-Albiach a étudié la réception de ces contenus chez les ados. Et ces conclusions sont assez préoccupantes. Oui, il note que cette mise en scène réactive subtilement des codes qu'on pensait dépassés. Le mari est servi, il est absent des tâches domestiques et il est présenté comme un idéal. Et il observe que certains jeunes garçons voient ces figures masculines effacées comme des exemples à suivre. C'est ça qui est inquiétant. Pour eux, ce sont des hommes qui auraient réussi à se faire servir dans un monde où, selon leur perception, les femmes refusent ce rôle. Et c'est là que la nostalgie, comme le dit Fraser, peut devenir dangereuse lorsqu'elle s'habille en modernité. Parce que c'est pas une vraie nostalgie. Non, c'est un fantasme de contrôle et de service emballé dans une esthétique cool et virale. Ce qui est fou, c'est le contraste. D'un côté, sur les réseaux, on a ces maris silencieux, presque éthérés, Oui, et de l'autre, des figures masculines tonitruantes, comme Andrew Tate, qui monopolisent l'attention avec un discours hyper agressif. c'est vrai. On a l'impression que la masculinité en ligne oscille entre le fantôme et le monstre. C'est une excellente observation. Et pendant ce temps, la réalité sociale, elle ne change pas si vite. Les statistiques le montrent, Fraser le rappelle. Les femmes assument toujours la majorité des tâches. La majorité écrasante des tâches domestiques et de la charge mentale. L'imagerie TikTok n'a pas changé le monde réel. En fait, elle vient peut-être juste mettre une couche de peinture dorée sur une inégalité qui est toujours là. Et le cas de Pablo, le compagnon de Roro, le confirme. Il bénéficie de millions d'abonnés par procuration. Oui, par ricochet. Mais son propre rôle en ligne est incroyablement léger. Fraser le décrit comme un mélange de petites phrases romantiques, placement de produits, banalité assumée. Il n'y a pas de substance. Non, juste de l'esthétique. C'est la confirmation que son rôle, qu'il soit pourvoyeur au PDG, est de valider une image, de compléter un tableau. Il est la signature au bas de la toile. Sa présence en tant que concept, c'est ce qui donne de la valeur à l'œuvre. S'il participait, s'il était un personnage avec ses défauts, sa fatigue, le tableau perdrait de sa perfection. L'illusion serait brisée. Exactement. Alors si on essaye de rassembler les punaises du puzzle, le récit de la Tradwife, il repose entièrement sur cette figure du mari comme symbole. Oui, un pur symbole. Symbole de stabilité, d'autorité, de réussite financière, peu importe le modèle qu'on choisit. Et son absence physique, son effacement, c'est précisément ce qui permet à l'illusion de fonctionner. Absolument. Si on le voyait rentrer fatigué, mettre les pieds sur la table ou se disputer sur le programme télé, le mythe s'effondrerait. Bien sûr. C'est pour ça que la conclusion de Fraser, qui cite la pionnière féministe Betty Friedan, est si percutante. Friedan disait « Aucune femme n'a d'orgasme en polissant le sol de la cuisine ». C'est un rappel assez brutal. Oui, du caractère performatif de toute cette mise en scène. C'est un travail, pas forcément une source d'épanouissement. Et les maris restent hors champ, nous dit Fraser. Peut-être parce que, au fond, l'illusion fonctionne mieux ainsi. L'illusion fonctionne mieux ainsi. Ça laisse une question en suspens que tous nos documents effleurent à peine. Laquelle? Pourquoi ce modèle, qu'il soit une réinterprétation des années 50 ou un nouveau modèle d'entreprise de couple, séduit-il autant de jeunes hommes aujourd'hui ? À une époque où, paradoxalement, d'autres mouvements questionnent et redéfinissent en profondeur la masculinité traditionnelle. C'est la grande question. Et ça nous amène peut-être une dernière interrogation pour la suite. Je t'écoute. Si le mari de la Tradwife est avant tout un concept, qu'il soit pourvoyeur ou PDG de l'ombre, la question n'est peut-être pas de savoir quelle sera la prochaine évolution de ce concept. Mais alors, c'est quoi? La vraie question, c'est à quel point cette performance, ce partenariat de marque déguisé en vie domestique, peut-elle devenir un modèle économique et social tangible pour une génération qui mélange de plus en plus sa vie privée et son business? Le mari fantôme n'est peut-être pas un retour en arrière, mais un aperçu d'un futur où l'intimité elle-même est le capital de départ de l'entreprise.